Salut à tous et bienvenue à l'Apéro Podcast, le podcast de la Tribune Olympienne, votre podcast hebdomadaire où l'on débat de sujets d'actualité autour de l'Olympique de Marseille entre amis. Je suis Julien de la Tribune Olympienne et je suis avec Thomas et avec Axel. Comment ça va les amis ? Salut. Ça va, tout va bien. Axel nous le fait sur un ton un peu guilleré aujourd'hui. Hein. Oui, salut. Oui, On est pas mal. On est pas plus trop. Il y a une petite odeur de relégation bordelaise. de côté bordelaise. Une odeur de cannelé trop cuit qui sort de la cuisine. Oh là là. Je veux pas... Bien chaud. Pour le coup, Bordeaux, ils sont venus nous accaparer un petit peu la soirée avec cette jolie nouvelle, mais on a eu quand même, comparé aux précédents apéros, notre lot d'informations cette semaine, hein, parce que ça a énormément bougé avec la démission ou le départ plus ou moins de Jorge Sampaoli, l'arrivée de Igor Tudor. Donc, on va décrypter tout ça tous ensemble, hein. On va en parler. On va donc parler du départ de Sampaoli pour commencer. Ensuite, on présentera Igor Tudor. On parlera de ses schémas tactiques et on se posera la question, est-ce qu'il est taillé pour l'Olympique de Marseille pour l'an prochain ? On parlera également du mercato, avec le mercato qui va prendre sûrement un tout autre visage maintenant avec l'arrivée de notre nouvel entraîneur. Sûrement pas les mêmes profils qui seront ciblés. Mais bon, voilà, on va évoquer tout ça et on va saupoudrer entre-temps d'un petit débat cacahuète au parfum de Vente OM. Ah oui. On rebondit là aussi sur les informations qui nous sont livrées. On va en reparler, bien entendu. Et on terminera, comme d'habitude, par notre séance de pénalty, les mecs. Je vais en profiter pour remercier l'ensemble de nos auditeurs et de nos spectateurs sur YouTube, parce qu'ils sont très nombreux. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à voir nos vidéos, donc ça nous conforte dans le fait qu'il faut continuer sur YouTube aussi, parce qu'à la base, c'était vraiment le format podcast qu'on privilégiait. Là, la dernière vidéo, vous avez été plus de 4700 à regarder le Flash Mercato de Thomas, donc écoutez, quand même, ça fait du monde, hein. Et voilà. Ça fait du monde. Non, c'est bien. Bravo les mecs, bravo. Franchement, c'est super sympa. N'hésitez pas à réagir et à commenter nos vidéos. Voilà, c'est le but. C'est ça qu'on veut faire aussi. Donc les mecs, c'est parti pour notre apéro du jour. Allez. Ouais. Le premier sujet, évidemment, j'ai envie de dire, c'est le départ de Sampaoli et l'arrivée d'Igor Tudor. Donc, Sampaoli out, Tudor in. C'est le titre de notre apéro du jour. Ce départ de Sampaoli, déjà, la première chose, est-ce que vous le trouvez surprenant ? On en avait un petit peu parlé entre nous déjà, parce qu'on avait évoqué la possibilité d'un départ suite à ces déclarations, mais on pensait que c'était plutôt un coup de bluff. Ouais. Malgré tout, est-ce que vous êtes surpris ? Axel, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce départ de Sampaoli ? Je suis quand même un peu surpris. Ouais, on avait parlé, comme tu as dit. Je me disais, il bluffe, il veut des joueurs, plus de budget pour recruter. Donc j'étais assez surpris, honnêtement. Quand c'est tombé, je l'ai appris par vous d'ailleurs, vous avez envoyé un message Sampaoli dehors, je sais pas quoi, et j'étais vraiment très très surpris. Mais voilà, beaucoup de gens étaient inquiets sur le coup. Moi, tout de suite, je me suis dit, en fait, c'est génial. J'y vois une opportunité énorme pour le club. Moi, j'étais plutôt content sur le coup. Franchement, je vois aucun problème à son départ. Il n'y a pas de souci pour moi. Tout est sous contrôle. Au moment où tu as lu, Sampaoli s'en va, toi, tu étais content. Tout de suite, je me suis dit. La délivrance, quoi. Tout de suite, je me suis dit, merde, le club est en feu. Et 3-4 secondes après, je me suis dit, non, mais c'est bon, tout va bien, Pablo est là, c'est géré, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est vrai qu'après il y a le rôle de Pablo, on va en reparler aussi, bien sûr, oui. mais voilà, déjà donc surpris bien entendu, mais pas forcément déçu quoi. Donc si vous voulez, je vous dis pourquoi je suis pas déçu, parce que vas-y, on t'écoute. Honnêtement, on précise quand même qu'on n'a pas tous le même avis, bien sûr. Oui, mais t'es pas un fan de Sampaoli. Déjà, j'ai jamais été un fan de ce mec. Dès qu'il est arrivé, j'étais pas content parce que je voulais pas qu'il vienne. J'aime pas du tout son style. En deuxième partie de saison, là, on a vu de très grosses faiblesses au niveau des gros matchs. Le match à Rennes, honteux. Le match contre Lyon, honteux. Pour moi, sur les gros matchs, il avait pas les solutions. Il bougeait pas. Pour moi, il était perdu sur tous les gros matchs. Il y a aussi un gros problème en Europe, que ce soit l'Europa ou la Conference League, on s'est fait dégager comme des malpropres. Voilà, pour moi, j'étais pas fan du jeu aussi. Ça ronronnait trop. Enfin, bon, bref, on a parlé 50 fois. J'étais pas fan du bonhomme, tout simplement. Donc pour moi, c'était le bon moment. En plus, il part sans indemnité, donc masterclass de Longoria. Il s'est dégagé sans indemnité. Pour moi, c'est bon. Et j'ai un petit truc juste à rajouter. Oui. Vous savez que j'aime bien parler de l'historique, tout ça, l'histoire du club. Oui. Historiquement,
les entraîneurs qui font 2 bonnes saisons à l'OM, ça n'arrive quasiment jamais. Sur les 20 dernières années, un seul l'a fait, c'est Didier Deschamps. La seconde année, elle n'est pas non plus extraordinaire. On finit deuxième en Ligue des Champions. Mais sinon, aucun entraîneur n'a réussi à qualifier l'OM 2 fois d'affilée en Ligue des Champions. Donc pour moi, c'était le moment, voilà, directement d'enclencher un nouveau cycle pour qu'on soit encore en Ligue des Champions. Ouais, t'imagines, on doit enclencher que des cycles, du coup. L'OM, ça use, les mecs ne tiennent pas. En plus, on sait que la mentalité française, les mecs sont usés. Donc pour moi, nouveau cycle. Très bien joué de la part de Longoria. D'accord. Est-ce que tu partages cet avis, toi, Thomas? Alors, moi, déjà, j'étais pas du tout surpris de son départ. Parce que, en fait, on en avait discuté. Vous pensiez au coup de bluff, vraiment, par rapport à cette déclaration. Moi, je vous avais dit que, non, pour moi, c'était pas du coup de bluff. Il était pas content du tout du mercato, donc je suis pas du tout surpris qu'il fasse ça. Mais toi, t'as une théorie par rapport à ce départ aussi. Oui, moi je pense que Longoria en fait a fait avec lui ce qu'il a fait avec Villas-Boas, c'est-à-dire que il a bien joué. Villas-Boas, il le voulait pas dès le départ, donc il a fait un recrutement en faisant en sorte de faire péter un câble à Villas-Boas. Donc on se rappelle notamment de Hencham qui est venu juste pour faire dégager Villas-Boas, parce qu'on l'a jamais vu sur le terrain. Et je pense qu'il a fait pareil avec Sampaoli en prenant Isaac Touré, parce que je pense que Sampaoli attendait pour une première recrue au 1er juillet, il attendait l'équivalent d'Ederson en fait. Au moins un titulaire, quoi, tu vois. Et là il voit qu'on met 7 millions sur 5 millions et demi sur un profil jeune qui a pas d'expérience, qui sera pas forcément titulaire. Et je pense que ça l'a fait vriller. Donc voilà, et non, je suis vraiment pas surpris du tout parce que je pense que Sampaoli, et puis il avait même fait des déclarations en conférence de presse en fin de saison dernière en disant si on va avec des champions juste pour prendre les sous avec des champions, ça sert à rien. Enfin, ça fait un moment qu'il commençait déjà à en parler, et je pense que la décision pour moi est logique. D'accord. Et par contre, moi je suis quand même déçu. Je suis quand même déçu parce que j'aurais aimé voir Sampaoli s'adapter un petit peu sur une deuxième saison, essayant de gommer ses erreurs de la première saison. J'aurais aimé voir le Sampaoli en Ligue des Champions, voir un peu comment on aurait abordé les matchs en Ligue des Champions, etc. C'est quelque chose qui m'aurait intéressé à voir. Après, j'entends Axel soupirer. Alors, on l'a vu en Coupe d'Europe, il s'est vautré. Alors, t'imagines en Ligue des Champions? Il s'est vautré. Il s'est vautré lamentablement. Si tu veux, moi je trouve pas qu'il s'est plus vautré que ça, mais après moi ce que j'aurais aimé voir, voilà, c'est un Sampaoli gommer ses erreurs, faire preuve de se rendre compte effectivement des soucis qu'il peut avoir, même dans certaines choses en termes de jeu, mais même aussi dans son relationnel avec les joueurs. Voilà, j'aurais aimé voir un peu d'amélioration par rapport à ça. Bon, on le verra pas. Maintenant, on va en parler, mais là où je suis aussi déçu, c'est qu'il faut voir qui on prend derrière, quoi. Oui, ça c'est sûr. Et là, on va en parler. On va en parler, mais voilà, c'est un peu difficile. Et toi, Jules, tu en penses quoi? Déçu. Enfin, alors déjà, est-ce que c'est surprenant ou pas? Je vais pas vous mentir. Hein, ça serait mentir que prétendre le contraire. Hein. Bien sûr, j'ai été surpris quand j'ai reçu la notif. Après, évidemment, on en avait parlé. On est tellement coutumier, j'ai envie de dire, de l'instabilité chronique de notre club qu'il n'y a plus rien qui nous étonne vraiment, en fait. Surpris, mais sur le coup, j'ai à peine levé les yeux au ciel, quoi. Je veux dire, quand j'ai lu la notice. T'étais un peu énervé quand même sur le coup. Alors voilà, je vais y venir parce que quand je l'ai appris, j'ai pas sauté au plafond. Je me suis dit en fait, oh ça y est, le Fada il a pété son câble, quoi. C'est bon, il nous a fait sa crise. Mais en fait voilà, j'ai été plus déçu par la personne que par son départ, si vous voulez. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on saura pas, qu'on saura jamais, j'imagine. Mais si c'est ça l'excuse du départ, de dire le mercato il est trop lent à mon goût, je suis désolé, c'est un caprice. Va te jeter. C'est pas normal d'entendre des trucs pareils. Enfin, ils peuvent pas imaginer à 2 secondes qu'on puisse gober une telle excuse, c'est pas possible. Ou alors si c'est ça, moi je suis désolé, mais n'importe quel club ne voudra pas de lui. À un moment, un entraîneur pareil, tu te dis c'est pas possible de prendre un mec aussi instable. Après, juste pour dire un truc par rapport à ça, il avait déjà fait. Hein. Rappelle-toi aussi que on avait posé comme question la semaine dernière, est-ce qu'on était en retard ou en avance par rapport au mercato? Moi, je te disais, on était en retard. Un peu en retard. Et je pense que ce retard-là, lui, il s'est dit,
on n'arrivera jamais à le rattraper, même si on est que le 1er juillet. Vu la saison particulière qu'on va avoir cette année, parce que je pense qu'il y a ça aussi qui rentre en compte. Mais voilà, il y avait la DNCG et compagnie, on serait sur une saison normale, sans Coupe du Monde en plein milieu. Donc avec des échéances qui arrivent peut-être un petit peu plus tard. Peut-être il serait dit, bon allez, je vais attendre encore un mois, je vais voir ce qui se passe. Mais je pense que là, le mec, il s'est dit, attends, moi je reprends l'entraînement, j'ai 12 joueurs avec moi, j'ai pas d'exagérer. Non, mais il a repris l'entraînement, il y avait 12-15 joueurs. Oui, mais il manque des joueurs. D'accord, donc je pense qu'il s'est dit, moi, j'avais envie d'avoir au moins une ou deux recrues avec moi, tu vois. Donc voilà, c'est juste par rapport à ça. Ça en dit long sur l'instabilité du type, quoi. Je veux dire, à un moment, tu peux après, perdre confiance aussi. C'est pas un modèle de stabilité. Voilà. Donc après, voilà, enfin, j'ai confiance en Longoria, comme a dit Axel, et au final, je me suis dit que c'était une opportunité. J'ai pensé aussi au spectre un peu de la deuxième saison qui nous pendait au nez. J'avais peur en fait déjà que Sampaoli s'effondre en deuxième saison, même si j'aurais voulu le voir en C1 aussi. C'est un petit regret quand même. J'aurais aimé voir s'il avait eu quelques bons joueurs en plus, qu'est-ce que ça aurait pu donner. Voilà, j'étais curieux de voir ce qu'aurait donné la suite avec Sampaoli. Bon, ben c'est fait, j'ai envie de dire, hein, de toute façon. Donc on va pas changer les choses. On peut juste dire qu'effectivement, ouais, moi je pense qu'on saura pas vraiment pourquoi il est parti, parce que pour moi c'est une excuse bidon de dire le mercato, il va trop lentement. Après bon, chacun l'interprétera comme il veut. Mais on va passer du coup au nouvel entraîneur qui a été intronisé lundi, Igor Tudor. Igor Tudor. Thomas, tu vas donc nous présenter un petit peu son parcours, le schéma tactique qu'il utilise, et on va se poser la question tout simplement, est-ce qu'il est taillé pour l'OM, en fait? Ouais, Igor Tudor, alors déjà, bon, les plus anciens peut-être connaissent le joueur. C'était un international bon croate, défenseur, qui a fait une grosse partie de sa carrière à la Juve. Hein. Il a fait 171 matchs à la Juve, donc c'est une belle carrière. Il a joué 8 ans là-bas. Donc c'était bon, il était pas forcément un titulaire indiscutable, mais voilà, il était dans l'équipe. Il s'est formé à l'Hajduk Split, pardon, et c'est d'ailleurs là-bas où il a commencé sa carrière d'entraîneur. Bon, il avait été adjoint pour l'équipe de Croatie, puis il a été à Split après en tant qu'entraîneur. Il a eu un parcours un peu étonnant parce qu'il est parti ensuite en Grèce, au PAOK Salonique. Après, il a fait 2 ans en Turquie, notamment à Galatasaray. Il est reparti après en Italie, où il a fait un peu des missions commando, notamment à l'Udinese, où il avait besoin de sauver le club, donc il y est allé pour jouer, pour entraîner sur une dizaine de matchs. Là où vraiment moi j'ai commencé à le suivre de manière plus régulière, c'est quand il a été adjoint de Pirlo à la Juve. Voilà. Là, il a été son adjoint. Il s'occupait notamment de la partie défensive de l'équipe. Bon, la Juve de Pirlo, c'est pas la meilleure Juve qu'on a vue. Défensivement, c'était pas. Oui, il y avait rien. C'était pas très bon. Voilà, c'est pas révolutionnaire, on va dire. Par contre, ce qui se dit, c'est qu'il est parti de son poste à la Juve parce que il n'était pas assez écouté, notamment par Pirlo. Donc voilà, par rapport à ça l'a énervé, et il avait encore cette envie de devenir entraîneur, d'être un vrai entraîneur. Et donc il a eu l'opportunité d'aller à l'Hellas Vérone. Hellas Vérone, qui est un club, on va dire, si on devait le comparer avec un club français, je le comparais avec un club comme Lorient, Lens, enfin, tu vois, ce genre de club où en début de saison on les attend entre la 10e et la 15e place, quoi, tu vois, on sait pas trop ce que ça vaut. À l'Hellas Vérone, il a fait du bon travail, hein. C'était plutôt intéressant. Moi, je l'ai beaucoup suivi, notamment contre les gros, hein, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé tous les matchs de l'Hellas Vérone, mais je l'ai vu contre la Juve, et les matchs qu'il a fait contre les équipes de Milan et de Rome. Il a notamment mis 4-1 à la Lazio. Alors ce qui est intéressant, parce qu'il l'a mis l'année dernière et nous on a joué la Lazio l'année dernière, donc le comparatif était intéressant. Il les a détruits, en tout cas l'équipe a détruit. Voilà, c'est un entraîneur qui a essayé de mettre en place certaines choses. En Italie, donc avec l'AS Vérone, il finit quand même du coup 6e attaque de Serie A, ce qui est pas rien, et avec 65 buts inscrits. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'en fait, il a un trio offensif qui est très prédominant dans son équipe.
Son trio offensif c'était Giovanni Simeone, bon qu'on connaît de Oui, nom, oui, hein, un c'est le fils de l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Il y avait aussi Barak et Caprari qui sont deux jeunes joueurs, des numéros 9, mais bon, enfin des numéros 9 et demi, numéro 10, voilà, qui jouent un peu en poste de milieu offensif. peu. Les trois joueurs ont marqué chacun plus de 10 buts en championnat, ce qui est pas rien. Et puis voilà, donc après euh, le schéma tactique de Tudor, bon, c'était assez alors disons ça n'a pas bougé, c'était un 3-4-2-1. Donc défense à 3. Après vous avez deux pistons sur les côtés qui sont les pistons qui j'aime pour moi étaient vraiment limite les postes les plus importants dans son équipe parce qu'il faisait il faisait beaucoup de choses. Les deux milieux de terrain et puis il avait donc deux numéros 10 qui en soutien de l'attaquant. Bon, c'est une composition qui se fait beaucoup en Italie. Ça se fait, oui. On a vu Ancelotti notamment pouvait le faire avec ses anciennes équipes. Donc c'est pas quelque chose qui est étonnant, on va dire, en Italie de faire ce type de composition. Alors moi, une de mes premières interrogations, par exemple, c'est qu'est-ce que ça peut donner en championnat de France? Ouais. Voilà. Ça déjà, je sais pas. Deuxième interrogation, je pense pas qu'on a aujourd'hui l'effectif pour pouvoir le faire. Non, parce que ça m'inquiète quand tu dis qu'il faut deux bons latéraux sur les côtés. Oui, alors voilà, déjà, si on part de là, il faut deux bons. Alors maintenant, les latéraux, enfin, c'est vraiment la notion de piston. Alors je sais que toi, Julien, cette notion de piston, pour toi, ça veut rien dire. Mais pour le coup, si on doit prendre, par exemple, l'équipe de Hellas Vérone, il avait son piston gauche qui s'appelle donc c'est Lazovic. En fait, c'est un ailier vraiment pur de formation qui rentre un peu dans l'intérieur. En comparaison, on pourrait dire qu'on a Under, par exemple. C'est un peu le même profil. Donc on peut imaginer qu'Under, il puisse à un moment donné le faire jouer piston droit. Voilà, c'est pas impossible. C'est un piston très haut, quoi, alors. C'est un piston très haut. C'est un piston qui fait des différences, qui fait beaucoup de passes décisives, qui n'hésite pas à rentrer à l'intérieur. De toute façon, les pistons avec Tudor, ils doivent être capables aussi de marquer. Il y a différents buts que j'ai pu voir où le piston n'hésitait pas à rentrer dans l'axe, notamment par exemple quand Simeone, parce que Simeone est un numéro 9 qui pouvait aller un peu de partout. Il pouvait même aller sur les côtés, donc il pouvait des fois décrocher. Et les pistons pouvaient avoir cette possibilité de rentrer un peu dans l'axe pour un peu compenser le fait que Simeone n'était plus dans l'axe. Donc voilà, le piston, ils ont vraiment un rôle important. Moi, j'ai retenu vraiment trois choses avec le jeu de l'Hellas Vérone et qui vraiment, pour moi, symbolise vraiment ce que veut faire Tudor. Déjà, il met toujours une pression extrêmement constante dans un match. Peu importe contre qui. C'est-à-dire que, bon, après, je l'ai pas vu faire contre les petits, mais honnêtement, contre les gros, bon, moi, vous le savez, je suis un gros fan de la Juve, donc ça m'avait surtout marqué contre la Juve, c'est-à-dire que il n'hésite pas à avoir un bloc haut et à faire une pression, un pressing constant. Peu importe qui il a en face. Et je trouve que ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant pour nous, notamment en Ligue des Champions. Je me dis qu'en Ligue des Champions, il n'hésitera pas à faire de la pression contre des adversaires parce qu'on va choper des gros, hein, ça on le sait. Ouais, ça. Donc je pense qu'on sera pas, en fait, on va pas baisser les armes. Oui, on va pas être dans l'attente et on sera pas dans l'attente. Laisser jouer comme on avait pu faire contre City par exemple. Ça fait pas. Et d'ailleurs, le fait d'être en attente, ça veut dire le fait de défendre en bloc bas. Ça, par exemple, moi, avec les Hellas Vérone, j'ai jamais vu les Hellas Vérone défendre en bloc bas. Ils savaient pas faire. Alors déjà, ils ont comment dire, ils ont pas les joueurs pour le faire. Après, je pense que les défenseurs qu'on a chez nous, dans l'intégralité, ils sont tous meilleurs que les défenseurs de Hellas Vérone. Hein. Voilà, ça aussi, il faut voir ça. Mais ils savaient, en tout cas, les Hellas Vérone ne sait pas défendre en bloc bas, attendre son adversaire. Voilà, ça il sait pas faire. Alors est-ce qu'après on sera amené à le faire peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ça fait pas partie de ce que voulait faire Tudor. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, fini le jeu de handball. Avec Tudor, ça n'existe pas. Voilà. Enfin. J'ai utilisé ce terme-là parce que je sais que vous l'utilisez. Moi, je n'ai jamais considéré que c'était du handball, mais bon, bref. Il n'y a pas de possession stérile. En tout cas, ce jeu de possession à outrance où on attend vraiment de faire la différence avec une petite passe, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est faire vraiment aller de l'avant très rapidement, quitte à prendre beaucoup de risques dans les passes. Donc, les Hellas Vérone, j'avais regardé un peu les stats avancées. C'est une des équipes qui faisait le plus d'erreurs au niveau des passes. Alors ça,
ça peut s'expliquer par la qualité technique des joueurs, hein, même s'ils avaient deux milieux de terrain qui sont très intéressants, c'est Tameze et Illich, qui sont plutôt bons, hein. Mais je pense que nous, on a une équipe meilleure de toute manière, hein, avec des joueurs qui sont plus forts. Donc voilà à peu près les 3 points moi que j'ai vus dans cette équipe. Après bon voilà, je vais vous laisser parler, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir comment ça va se transposer chez nous. Voilà, c'est ça surtout qui peut être intéressant. Ça va être assez compliqué, hein, on va pas se le cacher. Hein. Moi, je me suis noté du coup pendant que tu parlais, effectivement, la notion de pressing, ça me va bien. Hein, je suis tout à fait d'accord. Ouais, j'aime bien. Hein. Voilà, le pressing haut et intense, on l'a un peu connu avec Bielsa aussi. C'était quelque chose que l'on appréciait. Après, ça demande beaucoup hein, au niveau des joueurs. Je pense que pas tous ne pourront le faire dans l'effectif que l'on a actuellement. Ça, c'est la très grosse interrogation. Ça va supposer des recrues importantes quand même. Hein. Ben, ça va soit supposer peut-être une tactique différente, soit ça va supposer qu'il va mettre de côté certains joueurs. Et des joueurs très importants. Moi, pour moi, le premier joueur auquel je pense, où je me dis, je vois pas comment il va pouvoir s'adapter au jeu de Tudor, c'est Payet. Je ne vois pas comment il va faire pour s'adapter à ce jeu-là. Il faut bien se rendre compte que les 3 offensifs à l'Hellas Vérone, mais c'était les mecs peut-être qui faisaient les plus gros efforts en termes de pressing. Comment Payet aujourd'hui, enfin on le sait qu'il le fera pas. Il peut pas le faire. Un minimum. Alors il va peut-être le faire parce qu'il est fit, s'il a l'envie. Tudor, il peut aussi s'adapter un peu à l'effectif. Enfin, j'espère en tout cas. Alors s'il s'adapte, ça veut dire qu'il va mettre de côté peut-être la notion la plus importante dans sa philosophie de jeu, c'est la pression constante. Parce que si vraiment Tudor, tu dois retenir une seule chose, c'est il adore que son équipe presse très très haut et harcèle son adversaire. Voilà. C'est vraiment le truc qu'il faut retenir avec Tudor. Donc s'il met ça de côté, j'ai envie de te dire pourquoi on a pris Tudor. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah c'est plus compliqué. Hein. J'ose espérer quand même qu'il sait faire autre chose que inculquer le pressing à ses joueurs. Hein. Parce que sinon, ça va être un peu compliqué quand même. Après, la notion de verticalité, d'attaquer vite vers l'avant, moi ça me va un peu. Hein. J'aime bien aussi ce style de jeu, agresser l'adversaire, ça peut un peu enflammer le public. C'est sûr que le droit au but, là, tu vois, on va plus le matérialiser. C'est-à-dire que tu vas vraiment avoir des attaques. On va pouvoir peut-être avoir des occasions en 3 passes. Mais ce que je veux dire. Après, il y a un truc aussi que je me suis noté que je trouve important quand même, c'est que tu parles beaucoup avec cette notion de verticalité, tu parles beaucoup de rapidité. Ouais. Mais actuellement, on a un effectif qui n'est pas rapide. Hein, je suis désolé. Devant, ça court pas. T'as Milik, Bakambu, c'est pas très rapide. T'as Dieng, ok, à la rigueur. Sur les ailes, t'as personne qui est rapide. Au milieu, t'as personne qui est rapide. En défense, t'avais Saliba, il est plus là. Après, cette notion de rapidité, alors c'est pas forcément balle au pied. Parce que même en défendant, je veux dire, si tu joues à 3 derrière, ça veut dire que tes défenseurs, ils ont intérêt à se replier vite. Alors voilà, par contre, je pense que il va avoir besoin d'avoir des défenseurs qui vont jouer haut, qui vont devoir être rapides. Mais par contre, la notion de rapidité, c'est plus moi dans le sens au lieu de faire 3 passes, on fait qu'une seule passe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Au lieu de, par exemple, que Saliba, je prends l'exemple, je sais pas moi, Saliba qui veut choper Gerson avec Sampoli, c'était Saliba pour Pérez, pour Rongier, pour Gerson. Là, ça sera Saliba, Gerson, directement. Oui, tu peux sauter des lignes. Voilà. Bien sûr, c'est cette notion-là, je veux dire, de jeu, aller vite vers l'avant, quitte à prendre des risques au niveau des passes. D'accord. Voilà. Ouais, peut-être que dans ce système, il y a un peu plus de jeux sur les côtés, non? Il y a beaucoup de jeux sur les côtés. Il y a beaucoup de jeux sur les côtés. Du coup, tu parles de Milik. Tu vois, s'il y a plus de jeux sur les côtés, il peut aussi y avoir plus de ballons intéressants devant. Hein. Pour moi, clairement, alors si on doit prendre les gagnants, parce que pour moi, si on doit prendre les perdants de notre effectif actuel, donc pour moi, il y a Payet. J'ai du mal à voir comment il va s'adapter. Après, je vois pas non plus de perdants plus que ça, si ce n'est peut-être les ailiers purs. Under, je pense qu'il peut se sauver dans le sens où soit il arrivera à être ce piston-là, mais je pense que même Under, j'en suis même quasiment sûr, il peut être aussi ce numéro 10 un peu derrière l'attaquant. Je pense qu'il est capable d'être aussi très efficace un peu dans l'axe. Il n'est pas forcément obligé de toujours partir sur le côté. Voilà, je pense. Par contre, pour moi, s'il y a des gagnants, vraiment s'il y a des gagnants, il y en a un pour moi qui saute aux yeux, c'est Lirola, parce que lui, lui, si il se met à l'endroit, mais alors lui par contre je vais l'attendre, je vous le dis. C'est-à-dire que là, il y a zéro excuse.
Il a quand même un entraîneur qui vient un peu il a l'entraîneur parfait pour lui. C'est parfait pour lui. Donc là, il y a zéro excuse pour Lirola. Donc Lirola, si tu m'entends, Paul, si tu m'entends, le travail. Tu vas me faire une préparation aux oignons. Tu vas arriver, parce que là, le piston droit Lirola, je vous le dis, hein, je m'avance peut-être un peu, mais si vraiment il fait la saison que j'imagine qu'il peut faire, mais ça peut être un international en équipe d'Espagne, mais demain. Calme-toi. Non mais je vous le dis. Oui, bon, on l'a vu. On l'espère tous, hein, on l'espère. Voilà, je vous le dis. Donc il faut vraiment qu'il se mette dedans parce que là, il a le truc parfait pour lui. Le deuxième gagnant, pour moi, c'est Milik. Parce que quoi qu'il arrive, peu importe le changement d'entraîneur, il était gagnant. Voilà. Oui, voilà. Il partait de tellement loin que. Mais en dehors de ça, tu peux faire pire. Mais en dehors de ça, je pense que ça va être très bien pour lui, parce que l'Hellas Vérone notamment avait un jeu de tête assez important. Donc ça, Milik, on sait qu'il est bon de la tête. Il aura des centres. Il va avoir beaucoup plus de possibilités de s'exprimer dans la surface, notamment. Donc, je pense que vraiment, ce point d'appui numéro 9, alors il est peut-être un peu moins rapide que Simeone, par exemple, mais il est capable de faire des choses. Et je pense que vraiment, la connexion Tudor-Milik, elle peut vraiment être intéressante. Voilà. Donc lui aussi, ça peut être l'autre gros gagnant de ce changement. D'accord. Je m'étais noté aussi, moi, dans les joueurs qui pouvaient profiter de son arrivée, bien évidemment Lirola, hein, forcément. Je m'étais noté Milik aussi. Je me suis dit, en fait, de suite, on pense un peu à ceux qui sont bannis, on a envie de dire. Donc, je me suis dit, peut-être qu'à ma vie, il a un coup à rejouer, même si, bon, on connaît son vrai niveau. Le problème de ma vie, c'est est-ce que tu l'as déjà vu faire un centre correct? Non, bien sûr. Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Alors que Lirola, on sait qu'il peut. Voilà. Moi, je me suis noté aussi un joueur, c'est Rongier, parce que physiquement, il est toujours prêt. Pour ce qui est du harcèlement, il n'y a aucun problème. Techniquement, il est quand même habile. Il va, je pense, retrouver sa place au milieu. C'est justement sur ça que, à mon avis, c'est pas une bonne nouvelle pour lui. C'est pas une bonne nouvelle pour lui parce que là, il va être en concurrence avec Gerson, avec Guendouzi, et pour moi, il est derrière. Parce que je vois pas Gerson forcément être à combien en numéro 10. Après il va jouer avec deux milieux vraiment axiaux. Et pour moi, la meilleure paire, c'est Guendouzi Gerson. Ça dépend. Sans aucun un peu plus Gerson. J'y crois pas beaucoup à ça. Je pense qu'il va vouloir garder Gerson, ce milieu de terrain, qui fera des différences. Par exemple, Illich, qui était le milieu de Las Vérone, qui est un milieu qui jouait donc en 8, hein, on va dire ça, capable de faire la différence aussi devant le but. Ça va être son Gerson. Voilà, Gerson, ça va être ça. Il va jouer un peu plus reculé, mais il va être aussi capable d'aller vers l'avant et d'apporter un peu plus. Et je pense que de toute façon, c'est son meilleur poste. Il va plus essayer, à mon avis, de faire un 3-4-1-2. C'est-à-dire qu'en fait, il va inverser son trio, je pense. On aurait deux vrais attaquants. Avec deux vrais attaquants. Il va mettre Milik Bakambu. Je pense qu'il mettra Payet. Au début. Pour cacher un peu Payet aussi, je pense. Défensivement. Pour essayer un peu de le cacher. Et après derrière, par contre, il a des chiens de garde. Voilà. Après derrière, c'est Guendouzi, Gerson et deux pistons. Voilà. Okay. Qu'est-ce que tu penses de Kaletakar, le fait qu'il soit croate avec lui, ça peut un peu le booster ou? Alors oui, il peut avoir la connexion avec Kaletakar. Maintenant, je pense pas que ça changera quoi que ce soit par rapport à Kaletakar, si on a envie de rester chez nous ou pas. Ouais. Donc je pense que ça changera rien. Si ce n'est peut-être que ça va consolider le fait qu'il partira gratuitement. Parce que là, il va vouloir rester encore plus, je pense. Donc, je pense que ça. Alors après, il peut faire une bonne saison, hein, parce que je le vois titulaire, hein. Évidemment. Oui. À 3, oui. Vu le nombre de défenseurs que l'on a actuellement, de toute manière. De toute façon, pour moi, la charnière titulaire, ça va être pour moi, c'est Gigot, Kaletakar et Luan Pérez. Oui. Ouais. Ok. Et il y a une question aussi du coup pour finir sur Tudor que j'avais envie de vous poser. Du coup, est-ce que vous pensez qu'il est taillé pour l'OM? Parce que vraiment, c'est le premier gros club, si on se prétend un peu gros club, puisqu'on est en Ligue des Champions, allez, on va dire ça, on est un peu chauvin. Est-ce que pour vous, il est suffisamment taillé pour l'OM, Axel? Honnêtement, on n'en sait rien. Parce que le CV, tout ça, ça veut absolument rien dire. Je suis désolé, tu regardes le CV
de Sampaoli avant qu'il vienne, pour moi, il était... C'est sûr qu'on regarde le tien, ça veut rien dire. Hein. Voilà. Pour moi, c'était gratuit. Oui, non. Sampaoli, non mais attends, Sampaoli, il avait entraîné quand même l'Argentine. Non. Non, non. Me dis pas non, si, il avait entraîné Le Séville, CV de Sampaoli avant qu'il vienne, il est vide. Il y a un an à Séville, sinon il y a rien du tout. Tudor, c'est exactement pour moi le même type de CV. Il n'y a pas grand chose, mais c'est un peu le même style. Il faut juger sur le CV. Non, pour moi, c'est injugeable sur le CV. Moi, le seul truc qui me fait peur, c'est que j'ai entendu qu'il faisait beaucoup travailler physiquement ses équipes. Et la mentalité française, Payet, tout ça, vous savez ce que j'en pense. J'ai peur que les joueurs, ils commencent à chouiner dès le mois d'octobre. C'est trop difficile, les entraînements, on n'arrive pas à suivre. C'est arrivé, je sais pas combien de fois, avec Villas-Boas, c'est arrivé. Sampaoli, ça a commencé au début. Donc, ce genre de choses, je veux plus l'entendre. Je suis sûr que ça va arriver. Vous allez voir. Dès le mois d'octobre, les matchs vont s'enchaîner, les entraînements, la difficulté, ça va chouiner. Ça va être insupportable. Et c'est pour ça, avec cet angle-là avec Tudor, ça me fait peur. Moi, je pense qu'ils sont quand même assez habitués à un certain niveau d'intensité d'entraînement, déjà avec Sampaoli. Après, peut-être que ça sera plus intense avec Tudor, effectivement, ça, je saurais pas le dire, mais non, ça m'inquiète pas plus que ça. Et toi, Thomas, est-ce que Tudor, il est taillé pour l'OM, suffisamment taillé pour l'OM? Ou est-ce que le costume n'est pas un peu trop grand? Je pense qu'il est, c'est peut-être injuste de le dire, mais je pense qu'il est pas taillé encore pour l'OM. Parce que il a pas l'expérience encore aujourd'hui. Moi, je considère qu'on est un club supérieur, par exemple, à Galatasaray, même si on s'est fait poutrer par eux la saison dernière. Mais je considère qu'on est en termes de grandeur, en termes de pression, même si bon, à Galatasaray, il y a de la pression. Bon, après, ce qui peut me rassurer par rapport à Tudor, c'est que justement, il est habitué au climat un petit peu chaud. Voilà, il connaît. Galatasaray, c'est chaud. En Grèce aussi, c'était chaud. Voilà, il connaît un peu. C'est un Croate, donc aussi ils ont là-bas aussi ils ont un peu, voilà, il y a une petite pression là-bas. Donc bon, je pense que sur ça, puis c'est un joueur caractériel. On le sent qu'il est caractériel. On l'a vu justement. On l'a vu dans la conférence de presse. Dans la conférence de presse, il a voulu démarrer un journaliste avec une question qu'il n'est pas. Donc il a un sacré regard, mais autoritaire le mec. Autoritaire. Voilà. Et même on le sent même dans les petites images que nous a montré l'OM de suite, on sent qu'il y a de la poigne et tout. Donc bon, ça peut aller. Après, moi, je vais vous dire un truc. Franchement, son arrivée me fait penser à l'arrivée d'Eric Guéret. Oh, si je dois faire un parallèle, parce que quand Eric Guéret est arrivé, quand il arrive, c'est vrai que oui, c'était pas terrible. On se dit, c'est attendez, Wikipédia, Eric Guéret, c'est qui? C'est qui ce mec? Voilà. Non, parce que je vous le dis, Eric Guéret, qu'est-ce qu'il avait entraîné avant? Il avait entraîné le PSV, Wolfsburg, Galatasaray. C'est un peu pareil que Tudor. Oui, c'est pareil. Donc, et pourtant, est-ce que Guéret, on peut considérer que c'est peut-être un du top 3 de ces 10, 15, 20 dernières années? C'est possible. Tu vois? C'est possible. Donc, ça, j'ai envie de dire, là, au jour d'aujourd'hui, il est peut-être pas taillé, mais ça veut pas dire qu'il va réussir ou qu'il va pas réussir. Pour moi, ça n'a pas, tu vois, on peut pas se dire, on peut être sûr ou pas. Voilà. Ouais. Et toi, Jules? Après, moi, je vais pas vous le cacher, quand j'ai vu son nom arriver et être confirmé, j'étais quand même assez déçu pour le coup, parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux. On a parlé notamment de Marcelino, par exemple, que ça aurait pu se faire. Bon, après, je vais vous dire, effectivement, oui, le CV paraît un peu léger. Moi, j'ai peur effectivement qu'il manque d'expérience avec la Ligue des Champions. Je me dis, wow, d'un coup, le mec il passe du Hellas Vérone à la Ligue des Champions, ça, en fait. Et un championnat qui va être très compétitif l'an prochain pour le podium. Ça va être très costaud, quoi. C'est une énorme année qui l'attend. Après, j'ai confiance en Sampaoli, j'allais dire. J'ai confiance en Longoria. Totalement. Pour moi, c'est ça qui me rassure en fait. Le fait que Longoria l'ait choisi déjà, ça importe, si vous voulez, pour moi, dans mon jugement. Donc après, évidemment, je souhaite de tout cœur qu'il réussisse, hein, mais je vous cache pas que je suis un peu inquiet. Moi, je suis un peu inquiet, ouais. Voilà, on verra très vite. Ouais, c'est normal. Comment ça se décante. Juste un truc par rapport au choix de Longoria, pour faire très rapidement. Je suis quand même un peu étonné que il ait choisi de faire ce type de philosophie, c'est-à-dire de prendre un entraîneur qui justement est peut-être un peu à l'inverse de Sampaoli. Ça veut quand même dire pas mal de choses. Et pour en revenir notamment au départ de Sampaoli, je pense que, tu vois, il regretterait Sampaoli, il aurait pris un Sampaoli bis, tu vois, pour se rassurer.
pour se dire non, moi j'étais content de ce qu'on voyait l'année dernière, donc je vais prendre un Sampaoli bis. Donc il y en avait, il peut en avoir. Là quand même, mais on sent qu'il y avait besoin d'emballer un peu le jeu, quoi. Il prend un mec, voilà, qui va emballer le jeu, qui va surtout demander, voilà, vous allez vite vers l'avant, etc. Donc ça veut quand même dire que je pense que Sampaoli, mon ami, etc. Ouais. Longoria nous a entendu. Il nous a entendu, voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut retenir. Oui. Bon, les amis, ça conclut notre partie sur Igor Tudor et je vous propose de passer à notre débat cacahuète. Bien, notre débat cacahuète du jour, je voulais annoncer dans notre introduction, il est saupoudré, assaisonné à la vente OM. Ah. Voilà, je sais que ça vous plaît, hein, quand on parle de la vente de l'OM. On adore. On adore. Je vous fais le petit récap quand même pour les infos qu'on a eues cette semaine. Donc, Florent Gautreau de RMC, journaliste RMC, a lâché une petite bombe, on va dire, en disant que McCourt aurait refusé 3 offres saoudiennes. Pas immédiatement, mais sur les dernières périodes. On sait pas exactement quand. On ne sait pas exactement quand, effectivement. Alors, ce seraient des infos qu'il aurait eu de personnes de CVC, vous savez, le fonds d'investissement qui va détenir là, à la fin de l'été, 13% de la nouvelle société commerciale de la Ligue 1 qui est chargée de, notamment, commercialiser les droits télé, qu'ils ont acheté donc 13% de cette part de part de cette société contre un joli chèque de 1,5 milliard. Donc, CVC, ils seraient très déçus que McCourt ait écarté ses offres, car eux, justement, ils veulent un OM concurrentiel ou aussi puissant que le PSG, forcément pour valoriser leur investissement, pour valoriser la Ligue 1, parce que derrière ils se disent, on va pouvoir derrière ramasser un petit peu plus de pépettes par rapport à l'investissement qu'on a posé. Donc bon, on a eu plusieurs offres a priori. Francky les a refusées, Francky McCourt. Et on le comprend, Francky, on le comprend. Il veut pas s'asseoir sur son argent, parce que il est sûrement très gourmand. Il a mis déjà beaucoup dans l'OM et c'est pas sûr qu'il récupère la mise. Donc, je vais vous proposer de devenir des membres à part entière de la famille McCourt. Oula. C'est-à-dire, Axel, tu seras désormais Axel Smith McCourt. Ah, pas mal. Ça sonne. On aura Thomas Bruce McCourt et Julien John McCourt. GGMC. Voilà. Ouais, d'accord. Je vais vous soumettre. Vous faites partie de la famille McCourt. Vous avez l'OM, en fait. C'est à vous. Ouais. Et je vais vous soumettre des offres de rachat, en fait, tout simplement. Donc, vous allez me dire ce que vous faites. Donc, on part du principe qu'en tout, vous avez mis à peu près 500 millions d'euros dans l'OM. Voilà. Ouais. Je me suis dit à la louche, ça correspond à peu près à la réalité des choses. Donc ça, tu crois ? Oui. Il faudra un jour qu'on travaille sur le sujet, mais je pense qu'on n'est pas très loin. Donc, on va partir du principe que vous avez mis 500 millions dans l'OM. Alors, je vais vous proposer 3 choix qui seront tout simplement les sous, la famille, la santé, ce que vous voulez, ou la passion. Ouais. Donc, les sous, numéro 1, on va faire simple. Vous avez une offre des Émirats Arabes Unis, 700 millions d'euros, cash, basta, il n'y a rien à négocier, terminé, voilà, 700 millions. Ça veut dire dans l'histoire, vous avez 200 millions. Propre, pas mal. Franchement, il y a de quoi être content. Ouais. Deuxième choix. Vous avez Elon Musk qui arrive, qui se pointe chez vous, il comprend rien au foot, mais il vous fait une offre de 350 millions, donc c'est-à-dire vous perdez des sous, vous perdez quand même 150 millions dans l'histoire, mais il y a des petits extras. Parce qu'il vous propose 20%, j'exagère un peu, allez, on va dire 10% de Twitter et 10% de Tesla. Quand même, Je dis n'importe quoi pour dire, parce que bien évidemment, c'est valorisé beaucoup plus, mais bon, voilà, dans le délire. Il peut rajouter un petit voyage dans l'espace avec SpaceX, tiens, tant qu'à faire. Mais surtout, il vous propose un traitement révolutionnaire qui prolonge votre vie de 30 ans et en forme. Et donc, vous aurez vos prochaines générations qui seront en forme et à l'abri du besoin. Mais vous perdez 150 millions d'euros dans l'histoire, donc il faut faire confiance à Elon Musk aussi. Ouais. Troisième choix, la passion, tout simplement. Tu remets 100 millions d'euros au pot, tu fais confiance à Longoria, au risque de tout perdre. C'est pas mal. D'accord. Attends, tu es quand même le propriétaire, donc tu peux encore le valoriser, ton club. Encore faire ce que tu veux. Ouais. Voilà, tu peux encore faire ce que tu veux. Si tu as envie de faire confiance à l'équipe qui est en place et que tu leur en donnes les moyens, peut-être que ça peut faire quelque chose de bien et que tu pourras derrière le revendre encore plus cher, à moins que tu ne veuilles même pas le revendre. Oui. Donc voilà. Ouais.
Axel Smith McCourt, qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez l'offre des Émirats et vous partez avec le fric? Vous acceptez l'offre d'Elon Musk et vous partez avec un peu moins, enfin vous perdez du fric, mais vous êtes à l'abri niveau santé, ou vous choisissez la passion? Moi, je vais te dire, je prends Elon. Elon. C'est vrai, j'aurais pas cru. Ah non, là, c'est 100 millions, qu'est-ce que c'est devant 30 ans de vie en bonne santé? T'imagines, c'est incroyable, quoi. Puis surtout, oui. Non, mais je suis d'accord, tu acquiers 10% de l'égout Twitter. Ça t'intéresse. Tu es sur le réseau, c'est 10% est à toi, alors. Tu es chez toi, t'es à la maison, quoi. Twitter, c'est toi, quoi. Ah non. Pour Twitter, en fait, il le prend, lui. Tu prends 30 ans de vie tranquille sur Twitter et tu es chez toi. Non. Donc, tu privilégies la santé. La santé, Elon Musk, largement. Putain, j'aurais jamais cru que tu choisirais ça. Si. Moi, je m'étais dit, il va prendre les Émirats direct. Non. C'est vrai? Non. En plus, tu perds un peu, mais tu le revends. Ça va, tu le revends. D'accord, non, mais ça va. Non. Elon Musk. Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu prendrais? Moi, je garde le club. Ah, oh là là, il fait genre le mec. Oh là là. Non, c'est pas qu'il fait genre. Thomas, il adore jouer à Football Manager. Donc du coup, c'est ça qui me fait. Moi, je garde mon jouet. Regarde, la dernière fois, il voulait passer l'été à faire le mercato à Longoria dans le débat cacahuète. Moi, j'aime l'OM, donc j'ai l'OM, je regarde. Hein. 30 ans de vie en bonne santé. Oui. Après, je garde le club et je remets des confiance à Longoria, du coup. Je fais confiance à Longoria. Longoria, franchement, avec 100 ou 200 millions, il va prendre des Nicaraguayens, là, il va te je demande à voir. Par contre, juste un truc. Est-ce que vous voulez une petite info? On est friand d'infos. Vas-y. Chez-nous. Non, parce que j'ai quand même. Une info quoi? Une vraie? Parce qu'on est dans les cacahuètes, là. Non. Alors oui, je sais qu'on est en cacahuètes, mais j'ai quand même une petite info. On va mettre les warnings, là. Que j'ai un peu gratté. Non, mais alors après, ça va venir un peu en corrélation avec ce qui est sorti récemment, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, vous savez, alors pour ceux qui ont pas suivi les anciens apéros, je connais un président d'un club de foot de français et qui est très proche de la ligue. Voilà, très proche, bien placé au niveau de la ligue. Et ce qui est marrant, c'est que je peux vous confirmer, oui, je peux vraiment vous confirmer que la ligue. C'est pas Gérard Lopez? Non, c'est pas Gérard Lopez. Mais je peux vraiment vous confirmer que la ligue pousse, mais vraiment. Mais pousse pour que l'OM soit vendu, mais là de plus en plus, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc là que la Brune en premier voudrait vraiment que McCourt dégage en fait. Parce qu'en fait, ce qui dérange la ligue au jour d'aujourd'hui, vraiment, c'est que McCourt en fait ne mette pas plus de sous que ça. Parce que à la limite, qui garde le club, pourquoi pas? Et là, ils se contentent de boucher les déficits, en fait. Mais voilà, il injecte plus qu'il avait mis au départ. Donc après, ça reste un homme d'affaires qui est pas un État à lui tout seul. Donc lui, il a fait ce qu'il a pu faire. Il faut pas dénigrer non plus ce qu'il a fait. Après, il s'est trompé de personne au tout départ dans son projet, mais les sous, il les a mis quand même. Voilà. Il a plus envie. Comme disait Godin, il faut mettre les sous. Il les a mis quand même les sous. Donc voilà, il faut pas le dénigrer par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier truc. Effectivement, moi, je peux vous confirmer que la ligue pousse vraiment pour que, en fait, il rêve d'avoir ce trio Paris, OM, Lyon. Voilà. Ouais. Donc avec Lyon qui est plus ou moins en train d'être acheté, donc voilà, mais ils veulent vraiment que Marseille puisse être acheté. Ça, c'est un premier point. Par contre, le deuxième truc, je peux vous dire, c'est que les deux trucs, je peux vous dire, c'est que je vais pas dire je pense parce que j'en sais rien, mais c'est plus de ce qu'on me dit, c'est que l'offre saoudienne aujourd'hui, il y en a plus. Ouais. Il y a plus du tout d'offre saoudienne et que si vraiment le seul dossier qui existe aujourd'hui, c'est le dossier Emirati. Et qui est vraiment sérieux et je serais pas étonné que vraiment il y a des gens qui se mouillent un peu par rapport à ça et qui vont vouloir dire effectivement aujourd'hui c'est plus les Émiratis qui sont quand je dis des gens qui vont se mouiller, je pense qu'à Molina à un moment donné il va vouloir il va peut-être faire une update un peu par rapport à sa vidéo en disant je pense qu'aujourd'hui il y a plus d'offre saoudienne. Comme il avait dit, hein, le délai est passé. Et voilà, moi, on me dit que vraiment, l'intérêt émirati, ça fait des années qu'il est là, mais que là, vraiment, ils veulent vraiment le club. Voilà. Après,
concrètement, en fait, c'est qu'il ne veut pas vendre, en fait, tout simplement, McCourt. C'est que pour le moment, il veut pas vendre. Ou alors il est très gourmand. Un peu les deux. Après là, ça dépasse ce que je sais, mais il veut pas vendre. D'accord, c'est quand même. C'est étonnant, c'est de bonnes infos, ça, Thomas. Hein, c'était cacahuète, on en est où là? Ça m'étonne pas de la Ligue, en tout cas, hein, qu'il pousse pour vendre. La Ligue, c'est sûr. Ah oui, il fallait que je vous donne ma réponse. Il fallait que je vous donne ma réponse. Alors, moi, j'hésitais concrètement entre les sous et la santé, hein, tu vois, parce que garder l'OM, non. J'ai beau aimer l'OM de tout mon cœur, mais je suis désolé, mais c'est un nid de cafards, ce club. C'est pas possible. C'est un puits sans fond pour des emmerdes, quoi. Donc, je pense que je prends la santé aussi. Parce que je me dis, si je suis dans la situation de McCourt, de toute façon, 150 millions de moins, bon, t'as de quoi te refaire. Donc bon. Non, je prends Elon, hein. Donc Elon, au passage, si tu nous entends, hein, voilà. On est là. On va bien dire pour Twitter. On les veut. on est là, et on prend surtout le traitement révolutionnaire pour 30 ans de plus, qui n'existe pas d'ailleurs, hein. On sait pas. Je tiens à le préciser. Ben, merci pour ce débat cacahuète, les amis, et merci pour tes infos, Thomas. On manquera pas de les mettre un petit peu en avant, hein, dans la promo. Oui. Bah après, c'est pas non plus révolutionnaire, mais oui, effectivement, voilà, la Ligue en a marre de McCourt. Ça, c'est un truc, clair et net. Voilà. D'accord. Très, très important, ce genre de petites infos croustillantes de Thomas. Donc les mecs, écoutez, c'est fini pour la première partie de notre apéro. Donc si vous le suivez sur YouTube, je vous invite à nous retrouver dans une deuxième vidéo qui va suivre et avec la deuxième partie de notre apéro qui parlera davantage du mercato.